Bonjour et bienvenue dans le comeback le plus random de l'histoire de YouTube. Pourquoi je fais cette vidéo ? Je sais pas trop. En fait, j'ai une idée qui me trotte un peu en tête depuis quelques temps et qui accompagne un peu la manière dont je consomme du contenu, des médias, etc. basés sur l'enfance, l'adolescence et tutti quanti. Et notamment quand ces récits, ces histoires, ces enquêtes s'intéressent à la consommation et la présence sur Internet des ados ou des enfants. Parce que pour moi, il y a une chose que ce genre de plateforme méconnaissent ou mécomprennent à propos de comment on se construit sur Internet en tant qu'enfant ou en tant qu'ado, jeune adulte même. Et c'est lié au fait que la plupart des gens qui font ces trucs-là n'ont pas forcément grandi avec Internet ou sur Internet. Et en tant que certified chronically online personne que je suis, qui a littéralement pour le coup grandi avec Internet, mais partout dans ma vie, vraiment je suis chronically online depuis 12 ans. J'ai eu une addiction grave à mon téléphone quand j'étais au collège. Et ça me suit toujours, je suis toujours terriblement chronically online, mais je sais à peu près ce que ça fait et comment ça marche de grandir entouré d'Internet, avec Internet, sur Internet, à une époque où les gens de mon âge ont commencé à avoir Internet en même temps que moi, peut-être pas à la même fréquence, parce que tout le monde n'était pas sick in the head. Je plaisante. Bref, tout ça pour dire que moi, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, c'était vraiment une phase d'expérimentation. C'était une sorte de laboratoire on a toute une sociabilité à réinventer en ce moment même sur ces endroits-là. Maintenant, c'est très codifié, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais moi je trouve ça assez codifié, la manière dont on interagit sur les réseaux sociaux. On n'interagit pas d'une plateforme à une autre de la même manière. Par exemple, pour poser des questions random ou genre avoir une conversation, je vais pas écrire à quelqu'un en DM sur TikTok. Et à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Quand je vous dis l'époque, petit point pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ou même si juste vous savez pas, j'avais 10 ans en 2013. Et que c'est à partir de là que j'ai eu accès aux réseaux sociaux un peu, etc. Donc de 2013 à maintenant, j'ai été online, quoi. Même si déjà avant, je me connectais à l'ordi de la famille. J'allais créer des blogs. J'allais créer des blogs sur Wix et sur genre Skyblog et sur Tumblr déjà à l'époque. Pour essayer de trouver un truc qui justifiait le fait que j'aimais bien aller sur l'ordi et que j'avais des choses à y faire, quoi. J'ai créé tout type de blog. J'ai créé un blog qui parlait des villes où j'avais été. J'ai créé un blog sur les chevaux. J'ai créé un blog de jeux. En fait, je savais pas comment ça marchait. Moi, pour le coup, j'étais en CE1. J'avais créé un blog sur 1, 2, 3 blogs, un truc comme ça. Ça s'appelait comme ça. Et là, je voulais faire une sorte de blog jeu. Et du coup, j'ai rajouté plein de widgets avec des jeux nuls, genre un puzzle, etc. machin. Donc, dans ma tête, j'étais en mode waouh, ce vlog est dingue. Alors que j'avais juste ajouté des widgets qui existaient et le puzzle, c'était 3 pièces comme ça. Tu faisais... Bref, tout ça pour dire que maintenant, avec un peu plus de recul, c'est marrant parce que j'arrive à faire le lien entre des choses que nous, on faisait de manière très inconsciente à l'époque et des choses qui sont conscientisées ou qui essayent d'être conscientisées par des gens qui travaillent sur le sujet ou qui essayent d'y réfléchir, des psychologues, des parents, même juste des gens qui discutent et qui réfléchissent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui régissait un peu le discours qu'on pouvait avoir à propos des jeunes sur les réseaux sociaux, etc. C'est que on nous présente toujours Internet et l'Internet des jeunes comme un espace partagé. En fait, je pense qu'on se représente Internet comme un espace physique où en fait les gens se rencontrent comme une plateforme unique. Alors que ce qu'il faut comprendre de plus important, je pense, pour comprendre le rapport des jeunes, des enfants, des adolescents et même des jeunes adultes à Internet, c'est que chacun a son Internet. Il n'y a pas il y a pas une sorte de forum où tout le monde voit ce qui se passe, où tout le monde voit la même chose, où tout le monde interagit. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des communications en permanence, parce qu'il y a des communications en permanence, c'est-à-dire qu'on s'envoie des trucs, etc., etc., etc. Mais il n'empêche que Internet, pour un adolescent, c'est avant tout une expérience solitaire.
Dans la mesure où, et c'est un peu contradictoire, parce que c'est là où on retrouve les gens, voilà, etc. C'est un espace de pure sécurité parce que on a son truc à soi, une chambre à soi, littéralement. On a son feed, ses feeds, parce qu'on n'a pas le même feed d'une application à une autre. Donc, c'est différents espaces, déjà, pour commencer. Personne ne voit ou ne sait particulièrement ce qu'on regarde, ce qu'on consomme, ce qu'on cherche. Et on pourrait se dire que c'est un peu abstrait ou pas très utile comme nuance. Mais la première application concrète que je donnerais à cette réflexion, c'est que le cyberharcèlement, notamment scolaire, parce que le cyberharcèlement en général c'est une autre histoire, le cyberharcèlement scolaire n'a pas du tout la dynamique qu'on lui donne. C'est ce qui m'amène à parler de la série Adolescence, donc la série Netflix sur la manière dont les incels et la violence masculine naissent, notamment sur Internet. Et en fait, dans Adolescence, on a une tentative d'analyse de comment, bon, déjà d'un côté, les garçons se forment à la violence sur Internet, mais aussi de la manière dont des gens dans une même classe vont interagir entre eux sur Internet. Dans la série, on nous dit qu'il y a un moment, ils postent une photo sur Instagram et bref, il y a tout le monde qui l'insulte avec des références un peu cryptées dans les commentaires. Moi, j'ai beaucoup plus l'impression... En fait, j'ai l'impression que on essaye de nous dire que le harcèlement scolaire sur Internet est forcément genre une positivité. Une positivité, c'est-à-dire qui se manifeste par des actions, par des paroles, par des trucs tangibles, quoi. Alors que je pense que ce qui définit avant tout le mal-être qui peut exister pour les jeunes sur les réseaux sociaux, c'est justement que ce regard des autres, cette conscience du fait d'être scruté, elle est parfaitement pas tangible. À la fois, je suis dans mon espace m'appartient, j'ai l'impression d'y être en sécurité, mais en parallèle de ça, j'ai la conscience absolue du fait que les gens dans ma classe voient mes photos, qu'ils peuvent se les envoyer entre eux, ou enfin mes photos, mais peu importe. Oui, il peut y avoir évidemment du cyberharcèlement par commentaires, etc., etc. Mais je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans mes jeunes années, c'est qu'effectivement, ce qui est le plus dur à porter en tant que personne sur Internet qui poste des trucs et genre qui est suivi par les gens de sa classe ou des trucs comme ça, c'est le fait qu'il y ait, à proprement parler, rien. Mais qu'en même temps, on a la conscience vraiment profonde du fait que on va en parler. Pas devant nous, jamais devant nous. On va... ça peut être moqué, ça peut circuler, etc. complètement dans notre dos. Et en plus de ça, du coup, ça fait que potentiellement, ce qui se passe, on peut pas l'exorciser, entre guillemets, tu vois, parce que si quelqu'un commente sous ta photo ou quoi, un truc hyper négatif, bah tu peux lui répondre, et là tu rentres dans un truc qui est déjà d'un ordre différent, qui est un peu genre le clash, où tu te bats avec quelqu'un, et donc c'est un peu à qui aura la meilleure punchline, et là déjà tu extériorises un peu ce truc-là. C'est pas la même chose que quand tu sais que il y a une observation, et tout est scruté, tout est vu, tout de ta vie apparaît dans le feed des gens de ta classe, mais que tu n'as pas vraiment de retour dessus, en fait. Enfin, ouais, je pense que déjà ça c'est un premier truc. Autre truc que j'ai constaté dans le livre L'Internet des enfants de David Julien Ramil, qui m'avait l'air assez juste, hein. J'ai commencé, je l'ai pas fini encore. Là, par exemple, je suis tombée sur un passage qui est au début du livre, je vais vous lire quelques extraits. À l'heure de la pause, Meredith vient le voir. Hugo, tu peux gérer les flammes avec Alia, s'il te plaît. Cette camarade détient depuis le début de l'année le record des flammes sur Snapchat. Cette application, qui fut pendant longtemps le premier jouet numérique des enfants, permet de s'envoyer des selfies modifiés par des filtres, mais aussi de publier des vidéos et des photos. Elle est utilisée depuis plusieurs années comme un marqueur de relations sociales. Et maintenant, une conversation de plus de 48 heures. Meredith et Alia accumulent chaque jour des flammes qui sont ensuite comptabilisées et comparées entre camarades.
Parfois, l'envie d'entretenir artificiellement cette conversation n'est pas suffisamment forte et Meredith délègue cette tâche à ses camarades en confiant les identifiants de son compte. Hugo enverra une capture d'écran noir à Alia, qui est sa voisine de table en cours de musique et à qui il n'a pas grand-chose de plus à dire. Mais il aura prouvé qu'il est digne de confiance. Autre, je pense, écueil à l'égard de comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux. Je pense pas qu'il y ait tant que ça une monnaie d'échange de coolitude par rapport à des trucs un peu vains comme le nombre d'abonnés, le nombre de likes ou la quantité de flammes Snapchat que tu as. Ça, c'est un truc qui me fait rire parce que quand on entend souvent je sais pas, genre aux infos ou des trucs comme ça, on a toujours l'impression que le nombre d'abonnés, le nombre de likes, de commentaires et tout machin, c'est un indicateur pour les enfants entre eux de genre la manière dont ils pèsent. Pour le coup, je pense que c'est faire une grave erreur. Déjà, la plupart des gens qui sont genre au collège, au lycée, vont pas avoir des tonnes d'abonnés. Certes, moi, quand j'étais au collège, il y avait un peu ce truc sur les commentaires. Genre, et les commentaires et les likes, peut-être. Mais c'était pas, encore une fois, littéralement, genre, ah, elle a pas de likes, losers. Parce qu'en vrai, qui étaient les gens qui avaient des likes ? On était au collège, tu connais 15 personnes. Grand max. Nous, oui, on allait spammer au collège les commentaires de nos copines en mode pour leur faire plein de commentaires et elles te rendaient l'appareil. Et si elles avaient commenté que 3 fois et pas 4, t'étais un peu en mode ah. Mais c'était pas une monnaie d'échange de coolitude, c'était, je pense, une forme de sociabilisation. Et c'est comme les immenses messages pour les anniversaires qu'on se faisait, c'était un peu la rivalité à qui fera le message le plus long et le plus genre larmoyant pour ton anniversaire cette année. Et en fait, pour moi, c'est la même logique, c'est juste pas... Enfin, c'est bien la preuve que spammer de commentaires, c'était pas pour le nombre de commentaires à proprement parler, parce que bah, typiquement, les longs messages d'anniversaire, c'était pas public, quoi. Donc, il n'y a pas de course, je pense, à tout ça. Surtout pas les flammes snap. Enfin, en tout cas, je sais pas comment c'est maintenant, mais moi, les flammes snap, ça n'a jamais été un truc de combien t'en as ? T'en as 340 ? Non, mais t'es crazy, quoi. C'était un petit truc que tu faisais. Encore une fois, on était au début d'Internet et on est encore au début d'Internet et du fonctionnement des réseaux sociaux, etc. Et genre, pour moi, on établit des manières d'engager et de communiquer, etc., qui sont propres à chaque espace, qui sont propres à chaque médium, etc. Et les flammes Snapchat, c'est un peu... Enfin, il y a l'aspect un peu gadget du truc. Genre, c'est une fonctionnalité, tu l'utilises, etc. Et je pense aussi qu'il y a l'idée de garder contact. Même si c'est des gens que tu vois tous les jours, c'est l'idée d'entretenir un lien. C'est une manière d'entretenir un lien. Et c'est pas de la performance sociale, en fait. Pour moi, il y a beaucoup plus cette idée-là que l'idée de revendication de qui est le plus famous. Parce qu'encore une fois, je suis pas sûre que ce soit une métrique de coolitude au collège et au lycée d'avoir plein de likes et plein d'abonnés. En vrai, un peu au contraire, de plus en plus, je pense que de plus en plus, ce qui est cool, c'est d'être un peu genre, je m'en fous, nonchalant, etc., machin. Et surtout que tout se passe sur un compte privé où t'as genre 30 abonnés. Je pense que c'est ça qui est sincèrement plus cool que d'être là en mode j'ai 500 000 abonnés. Franchement, si un mec au collège il a 500 000 abonnés, good luck, parce que c'est surtout ça qui va le faire devenir une cible, genre. Enfin, c'est pas cool au collège d'être... je sais pas, genre... Ouais, c'est pas ça qui est cool. Je lis un autre extrait. L'après-midi, le collège va connaître une tempête numérique. Victoria, une fille plutôt discrète qui se trouve dans l'autre 5e, se retrouve sur l'ensemble des portables des élèves de l'établissement. 3 photos d'elle dénudée ont leaké depuis un compte WhatsApp extérieur au collège. Les clichés ne révèlent pas son visage, mais certains détails comme un grain de beauté dans le cou confirment l'identité de Victoria. Encore une fois, oui, je vais peut-être chipoter sur des détails, mais je pense que c'est important d'être précis pour comprendre les mécanismes qui sont vraiment à l'œuvre, parce qu'en fait, j'en peux plus d'avoir des trucs un peu approximatifs qui, du coup, caricaturent ce qui se passe et qui sont incapables de trouver des solutions ou d'être juste dans leur approche du truc, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Genre, il n'y a pas une continuité, encore une fois, il n'y a pas un espace continu entre tous les gens d'un même établissement scolaire, par exemple. Ça n'existe pas. Mais la plupart du temps, quand ce genre de trucs ils arrivent, c'est bien plutôt que ça se retrouve dans certaines mains, etc., machin. Mais il y a vraiment des espaces clos, je trouve, et un peu hermétiques les uns aux autres. Il faut se rappeler de l'individualité des espaces qui sont créés dans chaque téléphone.
Et ces téléphones, ils sont pas enfin, ce téléphone individuel, il est pas en relation avec tous les autres téléphones. Enfin, vraiment, faut se dire que il y a pas ce continuum où apparemment tout se transférerait de manière fluide, etc. Et c'est ça qui fait aussi la perfidité de quand par exemple un truc comme du revenge porn arrive ou quoi que ce soit, c'est que tu sais pas qui l'a vu, parce que tout le monde ne l'a pas vu, parce que ce truc il va pas faire il y a combien d'élèves dans un établissement, je sais pas, il va pas faire 2000 portables, jamais de la vie. Jamais il y a un mec qui a le contact de tout le monde et qui va se dire je vais l'envoyer à tout le monde, ça serait trop bizarre. Non, c'est un mec qui va l'envoyer à ses potes, il a même pas besoin d'être un mec super populaire. Et c'est ce qui fait que c'est terrible en fait d'être victime de revenge porn, parce que tu sais pas qui a eu accès. C'est pas en mode t'arrives au lycée et genre tu sais que tout le monde te regarde parce que tout le monde a vu. Et du coup genre tout le monde est là en mode non, t'arrives au lycée ou au collège, tu sais pas. Je sais pas par quelle valve de communication c'est passé. C'est pas passé partout. C'est jamais passé partout. Mais tu sais que ça peut passer à des endroits, à d'autres, etc. Machin. C'est cette conscience du fait que ça peut passer et que, bah voilà. Oui, c'est de la nuance de con, peut-être. Mais je trouve que c'est important de donner sa chance à des explications plus justes, parce que bah, c'est comme ça qu'on trouve des solutions aux problèmes, c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe et qu'on permet aux parents, aux personnes qui n'ont pas vécu leur adolescence avec Internet, de comprendre comment ça fonctionne une adolescence sur Internet. Et généralement, c'est bien plus vicieux que, encore une fois, juste des commentaires en mode t'es moche. Ah putain, toi t'as que des flammes de 4 jours, t'es tellement un loser. Et oui, on demandait aux gens d'entretenir nos flammes, parfois. Mais il y avait un côté un peu rituel, tu vois, t'avais pas envie de perdre tes flammes, c'était comme un petit jeu, un mini-jeu dans l'application Snapchat, quoi. En fait, pour moi, Internet, ça a été un vrai espace de création de mon identité. Création par la curation, par l'expérimentation, etc. Machin. Faut se dire que Internet, encore une fois, donc c'est un espace individuel. T'as ton feed, t'as les gens que tu suis, toi. T'as tes applications à toi, t'as tes comptes à toi. Et à travers ça, t'as une forme de sécurité, parce que tu peux expérimenter l'amour en sécurité, avec la sécurité du temps de réaction que tu peux avoir. Tu peux formuler ta réponse comme tu veux. Tu as le temps de réagir, de réfléchir à comment tu veux être dans cette situation, à qu'est-ce que tu veux répondre. Est-ce que tu as envie d'être marrant? Est-ce que tu as envie d'être un peu sassy, impertinent? Est-ce que tu as envie d'être vulnérable? En fait, tu as l'embarras du choix pour te construire un personnage, parce que tu as la sécurité du temps de réaction, tu as la sécurité de genre du choix de ce que tu postes et de ce que tu envoies, de ce que tu montres, etc. Et moi, je sais que sur Internet, du coup, j'avais un peu plein d'identités différentes en vrai sur les différentes plateformes. Sur Instagram, j'essayais d'être une meuf assez cool, mais en même temps assez artsy. Moi, je sais que je voulais être un peu ça. Du coup, j'allais chercher plein d'images sur Pinterest, de trucs genre de tableaux de Van Gogh, de trucs comme ça. Je regardais plein de comptes Instagram pour un peu m'inspirer. Pour moi, c'était vraiment un truc de curation Instagram. Genre, voilà, je voulais renvoyer cette image-là. Sur Twitter, j'ai fait du roleplay sur Twitter. Je fais du roleplay, notamment Harry Potter, pendant très longtemps sur Twitter. C'était vraiment une era. Genre vraiment, faut pas trop poser de questions. Mais bref, on était une communauté infinie. Il y avait du roleplay de plein de trucs. Mais nous, on était en mode roleplay Harry Potter. Et du coup, c'était beaucoup plus un espace de liberté, Twitter. Parce qu'il y avait personne de ma classe qui était... Et même mon compte, il était anonyme. Donc genre, il y avait un peu ce truc cool de genre... J'étais en mode full liberté. Du coup, j'ai éprouvé des pans de ma personnalité un peu différents. Mais aussi l'expérience de la communauté, un peu, pour la première fois. Parce que c'était pas des gens que je connaissais. Au contraire, là où sur Instagram, je connaissais les gens, etc. Là, c'était vraiment l'expérience de genre, on se connaît pas, mais on a un point commun, un centre d'intérêt commun. Et c'est ça qui nous réunit. Évidemment que j'ai expérimenté d'autres formes de communauté avant dans ma vie, mais de communauté dans le sens un peu thématique du terme, et dans le sens un peu... tu choisis les gens avec de qui tu t'entoures, quoi. Sur Snapchat, je saurais pas trop dire qui j'étais, à part le fait que... Genre, ça m'est arrivé de poster des trucs un peu cryptiques en story pour être là en mode... faire genre qu'il se passait des trucs alors qu'ils s'en passaient pas forcément.
Sur Tumblr, on était tous des personnages très médités, mais voilà. Et sur YouTube, c'était vraiment mon espace à moi, mon espace favori d'internet, je pense. Je regardais une quantité de vidéos YouTube impressionnante et j'adorais ça et vraiment c'était un vrai refuge et je me choisissais à travers ce que je voyais, etc. Et j'en profite juste pour rajouter que c'est ces mêmes mécanismes qui, moi, m'ont permis de construire mon identité, qui permettent aussi de construire des identités néfastes, surtout quand le climat extérieur ou le climat général le permet. Mais cette espèce de se choisir parce qu'on regarde, etc., qui pousse notamment des jeunes garçons à une forme de radicalisation. Et c'est ce mécanisme-là qu'il faut creuser, tout autant que la manière dont on discute l'influence de genre personnalités masculines qui ont des discours sur les femmes ou sur comment être un homme ou quoi. C'est aussi tout un régime d'image en fait qui est derrière et tout un régime de construction d'identité dans un monde qui va mal. Voilà, c'est ça le lien. J'aurais encore 1000 pensées sur ce sujet et 1000 manières de parler de mon expérience, de moi, comment j'ai grandi sur internet, mais je pense que ça suffit et que vous m'avez déjà assez entendu parler, sachant que ce comeback sur YouTube est assez expérimental. Je sais pas du tout si ce format très parler comme ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça en commentaire, si vous pensez que j'ai tort, si vous pensez que j'ai raison, et à partager votre expérience. Parce que j'imagine que je suis suivie par pas mal de gens de la Gen Z. Savoir votre expérience en ayant grandi avec Internet et les réseaux sociaux. Bref, voilà. Je fais des bisous. Et see you soon. Maybe not. Vous me connaissez. Bye bye.